Johan Chapoutot, on est très content de vous recevoir, alors en distanciel, mais à la librairie Mola, pour votre tout récent livre Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir, Gallimard, Paris, tout juste sorti en ce début 2025. Et je précise juste pour les auditeurs et les auditrices, moi je m'appelle Nicolas Patin, et comme on se connaît quand même très bien, on va rompre un peu avec les usages de Mola et on va se tutoyer. Donc, Johan, tu as déjà publié de très nombreux ouvrages qui traitent de la période nazie, comme La loi du sang en 1914, en 2014, pardon, et Libre d'obéir en 2020. Et déjà, en 2010, ce meurtre de Weimar qui auscultait la fin de cette République. Parce que, comme tu l'écris dans ce nouveau livre, Weimar, ce terme, est un symptôme et il est aussi une parabole de la fragilité de nos démocraties. Et tu as souhaité, dans ce récent livre, t'interroger d'une autre manière. C'est peut-être moins un livre sur le nazisme que sur les gens, ces responsables politiques des années 30, 31, 32, qui ont mis Hitler au pouvoir. Ces irresponsables, comme tu les critiques. Et du coup, ma première question est simple, c'est de dire, on a tendance à lire un peu partout, sur les réseaux sociaux, dans certains livres, sur les plateaux télé, d'entendre ce terme Hitler est arrivé légalement au pouvoir, il a été élu. Quel récit as-tu voulu porter qui nous prouve que c'est faux? D'abord, merci Nicolas et merci à Mola pour cet entretien. On se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps, on travaille ensemble, on a publié ensemble. Merci pour ton temps et pour ta science parce que je pense qu'il y a peu de gens qui ont une connaissance aussi précise et vaste de l'histoire du nazisme. Donc c'est un plaisir de pouvoir en parler avec toi. Euh, alors effectivement, une des motivations pour la rédaction de ce livre, ça a été de revenir sur tout ce que l'on entend sur l'arrivée des nazis au pouvoir et qui est faux hein, dans l'espace public, voire dans les manuels scolaires, parce que je suis allé voir cet été les manuels scolaires au moment où je rédigeais le livre. L'autre motivation, ça a été également de voir que le dévalement et la pente descendante entre l'extrême centre au pouvoir actuellement et l'extrême droite était beaucoup plus rapide que prévu, beaucoup plus pentu que prévu. Avec le vote de la loi immigration il y a un peu plus d'un an, en décembre 2023, 23, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de cristalliser ce projet-là. Alors, Hitler n'a jamais été élu. Le parti nazi a eu un maximum de 37% des voix aux élections législatives au niveau fédéral. Il n'est jamais allé bien au-delà, en réalité, dans les Länder. Donc, il n'a jamais eu la majorité absolue. Par ailleurs, dire que les nazis auraient été élus est une absurdité au regard du fonctionnement des institutions de la République de Weimar, puisque la pratique constitutionnelle a changé à partir de 1930. Au printemps 1930, il y a un gouvernement qui est un gouvernement de grande coalition et qui achoppe sur les questions fiscales et sociales en temps de crise. La gauche et la droite ne sont pas d'accord, il y a dissension. Et ce gouvernement-là est remplacé par un gouvernement de droite. Donc le chancelier SPD est renvoyé, enfin démissionne, et on nomme à sa place Heinrich Brüning, qui vient du Zentrum, et qui doit gouverner à partir d'un gouvernement de coalition, d'union des droites. Il n'y parvient pas parce que les nazis ne s'attellent pas à cet attelage-là. Et au fil des dissolutions successives, il va y en avoir plusieurs, les nazis progressent, mais n'arrivent jamais à la majorité absolue. Et par ailleurs, du fait de ce fonctionnement désormais non parlementaire du régime, qui n'est plus, le gouvernement n'étant plus soutenu par le Parlement, mais ne gouvernant que par la signature du président du Reich, sur le fondement d'un article d'exception qui est l'article 48.2, le président Hindenburg se permet de ne pas appeler le chef du parti le plus important, en l'occurrence le parti nazi, en juillet 1932, hein, c'est clair, de l'appeler à la chancellerie. Donc, il était difficile que les nazis arrivent légalement au pouvoir dans un régime qui n'était plus parlementaire et où, par ailleurs, ils n'avaient de majorité que relative. Ensuite, évidemment, il y a les élections du 5 mars 1933, nouvelles élections législatives, mais qui se déroulent dans des conditions de légalité, de pluralité assez douteuses, où là, les nazis progressent, certes, mais n'arrivent toujours pas, d'ailleurs, à la majorité absolue. Donc, il n'y a pas eu d'élection des nazis, jamais. Jamais. Dès lors, sauf dans les Länder,
où là, il y a eu parfois des gouvernements de coalition droite extrême droite et parfois également des gouvernements à direction nazie dans certains Länder à partir de 1932. Mais au niveau du Reich, non. Au niveau du pays entier, non. Et dès lors, il faut bien voir que la décision réside non pas dans les urnes et dans le Reichstag, mais réside dans l'entourage présidentiel. C'est devenu un régime présidentialiste, qui a d'ailleurs inspiré le nôtre, ce que l'on oublie souvent, ce que l'on préfère oublier. Et la décision, elle est concentrée entre les mains d'un homme, le président du Reich, Paul von Hindenburg, et de son entourage, qu'on appelle la Camarilla, le petit cabinet, la petite chambre, de ses conseillers proches, qui sont des gens qui appartiennent à des milieux sociaux particuliers, la haute fonction publique pour Meissner, les grands propriétaires terriens pour Januschau, l'armée pour Schleicher, l'industrie pour Papen. Et donc, ces gens-là ont des intérêts tout à fait particuliers à faire valoir et font le calcul politique. Schleicher s'en détache à l'automne 32, mais pour ce qui est de Papen et des autres, ils font le calcul politique que pour se maintenir au pouvoir, il faut faire alliance avec les nazis. Et la situation est assez paradoxale parce que c'est précisément au moment où les nazis sont en pente descendante, on dit toujours qu'il y a une marée brune inexorable qui monte. Non, il y a un plateau à l'été 32. Ils n'arriveront jamais au-delà, en réalité, même aux élections régionales de Lippe-Detmold en janvier 1933, ils n'arrivent pas à aller au-delà de ces 37%. Et à partir de ce moment-là, ils sont en déclin. En déclin au niveau du Reich, parce qu'il y a une nouvelle dissolution et une perte de 2 millions de voix et de 4 points de l'électorat, ainsi que plusieurs dizaines de sièges. Ils sont en déclin également aux élections cantonales et municipales partielles qui se déroulent un petit peu partout dans le Reich, à telle enseigne que les libéraux autoritaires qui sont au pouvoir, la droite au pouvoir, se dit que elle fait une bonne affaire parce qu'elle va acheter les nazis à la baisse. Voilà. Et c'est ce calcul-là, ce calcul politique d'alliance qui se matérialise par la nomination d'Adolf Hitler comme chancelier du Reich le 30 janvier 1933. Alors merci, parce que je pense que là, on a vraiment un panorama de l'argument du livre, et on va pouvoir maintenant plonger dans le détail de ces irresponsables, de ce personnel politique, tout sauf admirable, c'est peu de le dire, mais juste avant ça, on peut dire que cette arrivée au pouvoir des nazis, qu'eux-mêmes appellent prise du pouvoir, alors qu'ils n'ont pas pris le pouvoir, on leur a donné, est une combinatoire de 3 éléments. Et là, bon, je conseille la bibliographie, mais une violence de guerre civile que vous avez étudié, que tu as étudié, pardon, dans les réflexes reviennent, que tu as étudié dans le meurtre de Weimar, cette compromission des élites économiques et politiques qui est dans ton livre actuel et qu'on va discuter aujourd'hui, mais quand même, je fais un peu l'avocat du diable, presque 40% des voix, c'est quand même quelque chose. Ça exprime quand même un socle de légitimité. Comment tu perçois ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas dire qu'il n'y a pas quand même un ancrage social dans cette vague nazie? Alors, l'ancrage social, il est friable. On le voit puisque les nazis atteignent 37% des voix et non pas 40, 37% des voix fin juillet 32. Et en novembre 32, au niveau du Reich, après une nouvelle dissolution, il recule à 33%. Ce qui reste considérable, c'est un tiers de l'électorat, on est d'accord. Mais la dynamique politique est une dynamique d'effritement de l'électorat et de dislocation du parti. C'est ça qui est incroyable, c'est que le fait que les nazis ne parviennent pas au pouvoir, n'y arrivent pas, entame la réputation d'Hitler, qui avait promis que les succès amèneraient à la victoire finale, et ce n'est pas le cas, et provoque des dissensions au sein de l'appareil nazi. Il y a une fuite interne des Gauleiter, il y a des insoumissions dans la SA, il y a également des défections possibles de très hauts cadres du parti nazi, le numéro 2 quand même, Strasser, et le numéro 3 officieux qui est Wilhelm Frick, qui est le chef du groupe parlementaire nazi au Reichstag, qui lui veut le pouvoir et qui est prêt à faire défection. Donc le parti nazi, à l'automne 32, à la fin de l'année 1932, est en voie de pulvérisation, en voie d'éclatement. C'était d'ailleurs la stratégie du coin enfoncé par le nouveau chancelier, Schleicher, qui voulait miser sur cet effritement-là pour provoquer une reconfiguration politique autour de lui
par un soutien de nazis qui se détacheraient d'Hitler et qui se rallieraient à lui, et qui ne seraient pas des maximalistes. Hitler est maximaliste, il veut la chancellerie. Les non-maximalistes se rallieraient à lui, Strasser, Frick, des Gauleiter très importants, etc. Une partie de la gauche qui prolongerait un soutien sans participation, et le Zentrum qui le soutiendrait, ainsi que les partis de droite traditionnels, dont le DNVP, qui remonte, puisque le DNVP récupère, autre partie d'extrême droite, hein, récupère l'électorat nazi qui a fait défaut, au NSDAP. Donc, toute cette situation-là, qu'on nous présente d'habitude comme marmoréenne, si tu veux, comme une progression inexorable, ne l'est en rien. C'est très fragile. Ce sont des dynamiques qui sont vraiment très instables. Et on rejoint là ce que disait Bertolt Brecht, fin analyste quand même de la période et l'actualité politique, qui a fait une pièce de théâtre qui s'appelle La résistible ascension d'Arturo Ui, qui est une métaphore gangstérienne du parti nazi. Le terme de résistible montre bien que précisément on pouvait résister. Et Schleicher, le nouveau chancelier donc en décembre 1932, résiste à sa manière. C'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui était pour l'union avec les nazis, mais qui s'est aperçu que les nazis étaient, un, pas fiables, et deux, dangereux, dans la rue, par cette violence que tu évoquais, et que l'homme d'ordre en lui n'accepte pas, et qui a décidé donc de s'en détacher. Et il a pensé une manière de reconfigurer la politique allemande et le pouvoir au profit, alors d'une droite autoritaire, nationaliste, assez faiblement démocratique, hein, on est d'accord, mais qui n'était pas nazie et qui n'était pas l'horreur nazie. Donc tout ça pour dire que les situations ne sont pas écrites, il n'y avait aucune fatalité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je reviens, parce que, si tu veux, quand on parle de téléologie ou de fatalité en histoire, l'exemple type, c'est l'arrivée des nazis au pouvoir. Toute l'histoire allemande menée à 1933, dit-on, écrit-on, enseigne-t-on, et par ailleurs, la dislocation de la République de Weimar a mené nécessairement à... Mais non, il n'y a aucune nécessité. Il y a eu une liberté des acteurs, il y a eu des calculs politiques, et il y a eu des choix qui ont été faits. Alors, on le voit, pour comprendre cette période-là et fonder n'importe quelle comparaison, si on veut la fonder, il est nécessaire de connaître très très précisément ces choses-là, et c'est pas une question de petites phrases ou de connaître 2 événements et demi. Et ce qui est intéressant dans ce livre, chaque chapitre se dessine un petit peu, alors chronologiquement, c'est très pédagogique, comme une sorte de galerie des horreurs politiques, des portraits de ces incompétents, que évidemment la postérité nous a vantés comme de grands hommes, hein. Et j'aimerais qu'on, dans l'entretien, voilà, on avance chronologiquement, mais aussi par ces petits portraits. Alors, et il faudrait commencer évidemment par cet élément qu'il faut toujours rappeler. La crise ne date pas du 14 septembre 1930, le moment où les nazis passent de 2,6% à 18,3%, ce grand chambardement et cataclysme politique. La crise date d'avant. Tu l'as dit, elle date de la nomination à la chancellerie de Heinrich Brüning à la toute fin mars 1930. Ma question est très simple, c'est bien fait dans le livre. Qui est cet homme ? Que représente-t-il politiquement? Alors, c'est ce qu'on appelle un Hinterbankler, c'est-à-dire quelqu'un qui est assis sur les bancs de derrière. C'était pas une figure proéminente dans la vie politique allemande à cette époque-là. C'est un docteur en économie, c'est un technicien des finances. Il a fait une belle guerre pendant la Première Guerre mondiale. Il s'est illustré en dirigeant une compagnie de mitrailleurs. Et après la guerre, il est devenu syndicaliste social-chrétien. Donc c'est une figure heu, importante du Zentrum, mais pas une figure de premier plan, médiatique, politique, et cetera. Et c'est cette figure-là que Hindenburg décide, alors sur suggestion de son entourage en l'occurrence, décide d'appeler à la chancellerie, au printemps 1930, en lui promettant de pouvoir gouverner non plus avec le soutien du Reichstag, parce que il ne peut pas l'avoir s'il gouverne uniquement à droite, vu la puissance du SPD à ce moment-là, mais de gouverner, encore une fois, sur le fondement de l'article 48 alinéa 2 de la Constitution de 1919, qui était un article qui crée des pouvoirs exceptionnels pour le pouvoir exécutif, dans l'esprit des constituants en cas de catastrophe majeure, invasion du territoire, catastrophe naturelle, enfin bref, le tout venant, si tu veux, de l'état d'exception. Or là, on a un usage qui est complètement dévoyé de cet article-là, puisque on va signer des ordonnances de l'article 48.2 pour faire passer de nouvelles taxes sur le tabac ou sur la bière.
et non plus pour faire face à un désastre majeur. Et tout cela va se faire pendant 2 ans, jusqu'à ce que Heinrich Brüning, qui a mené une politique très dogmatique de déflation, et je reviens très longuement sur les choix de politique économique, la déflation étant l'orthodoxie de l'époque, on s'appelle l'austérité aujourd'hui, c'est une catastrophe, ça ajoute de la crise à la crise, et ça ne manque pas en Allemagne à cette époque, à telle enseigne que Brüning, qui a le soutien du patronat au début, voit ce soutien s'effriter. Et par ailleurs, il a une idée qui va sceller sa fin, qui est qu'il veut faire une réforme agraire. Il y a cette idée qu'il y a de vastes terres à l'Est qui sont inexploitées, grevées de dettes. Autant les partager, autant les lotir pour que les gens aient une activité, puissent se nourrir, puissent quitter les villes et faire dégonfler les chiffres du chômage. Sur le papier, c'est une très bonne idée. Ça pouvait trouver d'ailleurs une clientèle de colons agricoles. Mais là, on touche à quelque chose qui est très sensible à cette époque, qui n'est plus forcément aujourd'hui, si on veut comparer à terme, qui est la propriété terrienne et le statut que cela donne à ce que l'on appelle les Junkers, ces seigneurs de l'Est, dont fait partie Hindenburg et dont toute sa sociabilité est imprégnée. Autrement dit, si on touche à la propriété agricole, on touche à la Camarilla, on touche au cercle de conseillers, on touche à la famille Hindenburg, qui a des intérêts très précis et très sordides au fond, dans ces affaires de propriété terrienne à l'Est, dans le détournement d'argent public. Je reviens très longuement là-dessus dans le dernier chapitre. Et c'est ça qui scelle la fin de Brüning. Et à partir de ce moment-là, on nomme Franz von Papen. Là, tu évoques, tu poses ton cercle du pouvoir, et on peut aller dans plusieurs directions, mais commençons peut-être, parce qu'il y a les cercles économiques, on en parlera, mais commençons peut-être par Hindenburg, qui est un personnage très intéressant. Alors, il y a eu plusieurs biographies récentes côté allemand. C'est le plus grand général de la Première Guerre mondiale. Il devient président de la République en 1925, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour une république en tant que telle. Mais tu en livres un portrait qui est en même temps montre les incroyables défauts de l'homme, son égotisme, sa susceptibilité, mais aussi un rapport ambigu à la Constitution. Alors comment il traverse ces années-là, Hindenburg, par rapport aux nazis? Alors, je me suis fondé sur des sources et puis sur l'historiographie que tu évoquais, la biographie monumentale de Wolfram Putta, par exemple, ainsi que de nombreux articles scientifiques de Wolfram Putta sur le cas Hindenburg et sur ses motivations politiques. Alors, c'est un grand général, mais dans la vitrine. Ça a été, par son apparence, une espèce de produit d'appel de la propagande allemande pendant la Première Guerre mondiale, le véritable chef étant Ludendorff, son numéro 2, qui d'ailleurs en a nourri une rancœur à l'égard d'Hindenburg pendant tout le reste de sa vie. Donc c'est vraiment plus une figure que quelqu'un de réellement décisif pendant la Première Guerre mondiale. C'est quelqu'un d'assez lâche quand il s'agit de son honneur, de sa réputation. Il lâche en rase campagne ses collaborateurs. Il ment comme il respire dès qu'il s'agit de sauver sa conception de l'honneur prussien attaché à sa personne. Et c'est quelqu'un qui, par ailleurs, a des intérêts familiaux et patrimoniaux déterminants pour lui. Sa propriété à l'Est, qui lui est offerte par le patronat en 1927, c'est sa maison de famille qu'il avait perdue et qui lui est réofferte. Les intérêts de sa famille, son fils qu'il promeut, son fils qui est un officier médiocre et raté et qui l'élève au rang d'officier d'ordonnance du président du Reich et qui lui donne 2 galons supplémentaires. Et pour ce qui est de la Constitution, il y a une réaction d'orgueil en fait. C'est-à-dire que quand Hindenburg est élu en 1925 à la succession de Hebert, tous les cercles monarchistes se disent voilà la propédeutique à la Restauration. C'est l'homme qui va remettre le Kaiser au pouvoir ou le fils du Kaiser ou un des fils du Kaiser. Et Hindenburg en est affecté et piqué. Et par ailleurs, il excipe du fait que l'honneur d'un officier prussien, c'est de respecter la parole donnée et le serment qu'on a prêté. Hindenburg prête serment sur la Constitution et va se tenir à ce serment-là, tout en voyant que ça sert son intérêt de désormais chef. Il est Kaiser à la place du Kaiser et il n'est pas le marchepied d'une restauration. Donc c'est quelque chose qui est très clair chez lui, sachant que ce respect de la Constitution, il est tout à fait variable selon les intérêts à défendre, puisque quand ce sont des gouvernements de droite de 1925 à 1928, ça va. Quand c'est une grande coalition dirigée par un social-démocrate, ça commence à l'offusquer. Il a une
comment dire, une détestation ancienne, impériale, envers les catholiques et les sociodémocrates. Et quand, en 1930, il offre à Brüning le pouvoir, qui est un catholique par ailleurs, mais c'est un ancien combattant, donc ça va. Euh, L'idée, c'est de tordre quand même le fonctionnement de la Constitution, l'esprit de la Constitution, pour servir des intérêts qui sont les intérêts patrimoniaux de la droite traditionnelle, les Junkers, les grands agrariens, mais aussi la banque et l'industrie, qui sont vent debout contre la législation sociale qui a été approfondie par les sociodémocrates au pouvoir de 1928 à 1930. Donc respect de la Constitution, oui, si ça peut permettre de s'illustrer face au Kaiser et de montrer qu'on est désormais le chef, et par ailleurs de servir des intérêts bien compris. Un très bon publicitaire, en somme. Euh, Un très bon de fait, communicant. oui, parce que rien que par sa stature et son apparence physique, son phénotype, il avait été quand même grandement choisi pour ça, hein, après Tannenberg. C'est vraiment une espèce de réduplication de Bismarck, hein. Taille massive, visage massif également, sourcils en circonflexe, barbe et moustache. Bref, c'est vraiment l'incarnation quasi marmoréenne de l'éternel prussien, hein, Hindenburg. Les élites économiques. Jusqu'ici, on en était donc sur les différentes stratégies et on voit à quel point ces hommes pèsent en fait dans les choix et tentent bien mal, mais d'instrumentaliser le phénomène nazi. Les élites économiques, alors dans une certaine historiographie marxiste un peu datée, un peu exagérée, on avait l'impression que les banques, la finance, les intérêts économiques mettaient Hitler au pouvoir d'un coup de baguette magique. Alors évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe, mais malgré tout, on voit qu'à mesure que la crise s'approfondit, à mesure que Brüning, le chancelier, famine, transforme 1 million de chômeurs en 2 millions, en 3 millions, en 4 millions, et que la crise de 29 porte ses effets, ces milieux économiques-là, ils ont une stratégie aussi à eux par rapport au nazisme. Est-ce que tu peux la décrire rapidement? Comment ils se positionnent par rapport à tout ça? Alors, il faut distinguer évidemment les différents types d'acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts. Les premiers à se rallier, au fond, c'est les grands agrariens, les grands propriétaires terriens, la grosse machine agricole. Euh, Si on voulait être un peu anachronique ou comparant, on parlerait de FNSEA aujourd'hui. En fait, c'est le Reichslandbund, hein, c'est l'association des grands propriétaires du Reich qui, eux, se rallient aux nazis dès 1929-1930, au moment d'ailleurs où on tente une première union des droites, hein. Je reviens sur ces aspects-là. Euh, L'autre socle qui s'est rallié très tôt, c'est les PME. Les patrons des PME, ce qu'on appelle le Mittelbau en Allemagne, et qui est vraiment le socle géologique de l'économie allemande, encore aujourd'hui, hein. La petite et moyenne industrie mécanique, typiquement. Donc ça, c'est vraiment des intérêts de quasi-classe moyenne qui épousent le nazisme très tôt. Pour ce qui est de la haute finance et de la grande industrie, il y a des ralliements spectaculaires et décisifs en réalité, en ce qu'ils donnent une crédibilité très forte aux nazis. Pour la finance, il y a le docteur Schacht, il y a le Marchart, ancien président de la Reichsbank, qui a recréé la monnaie allemande en 23-24, qui jouit d'une crédibilité nationale et internationale extraordinaire, et c'est un immense technicien des finances, hein, pour le coup, et qui, lui, dès 1930, a pris le parti des nazis et fait l'article des nazis auprès de ces cercles de sociabilité, tous ces clubs qui se sont constitués en 1918, 19, 20, au moment où il y avait une révolution et où il y avait le feu à l'édifice, et où les cercles de pouvoir traditionnels ont ressenti le besoin de créer des lieux de rencontre, des dîners mondains. Il y a le Herrenclub à Berlin, il y a le Nationalclub à Hambourg. Ces lieux où on dîne, on déjeune, on discute, on conférence ensemble. Et d'ailleurs, Chartres fait partie de ceux qui fait inviter Hitler, hein, dans ces cercles-là pour qu'il puisse parler aux banquiers et aux patrons. Donc la banque se rallie via Chartres, et d'ailleurs, de manière assez paradigmatique, c'est chez un banquier, hein, le banquier von Schröder, qu'a lieu la discussion décisive le 4 janvier 1933, secrète, hein, entre von Papen et Hitler pour créer ce gouvernement d'union des droites, droite extrême droite. Et pour ce qui est de la grande industrie, il y a le ralliement de Krupp,
qui est très précoce également et qui tente de faire l'article d'Hitler également, avec cette invitation à l'Industrie Club de Düsseldorf le 27 janvier 1932, où Hitler fait un discours qui est acclamé par 1500 patrons. Où il déroule un plan d'impérialisme économique, où il lit très clairement les questions économiques, les questions de race et les questions d'annexion territoriale. Là aussi, il y a quelques échos contemporains quand même, hein, dans cette volonté de conquérir les marchés ou de sécuriser les zones d'approvisionnement en matières premières par la conquête militaire, hein. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'Hitler tient le même discours devant les patrons le 27 janvier 32 et un an plus tard, le 3 février 33, devant les militaires. C'est le même propos qui mêle les questions économiques et les questions militaires. Bon. Donc eux se rallient peu à peu. On a souvent argué, si tu veux, tu parlais de cette historiographie de marxiste de RDA, qui a été balayée par la réunification et par le licenciement d'ailleurs, hein, concrètement, de professeurs d'université à Iéna, à Leipzig, etc. Alors que leurs travaux, lorsqu'on les reprend, Cine Ira et Studio, leurs travaux sont excellents. Je pense à Kurt Petzold, je pense à Manfred Weisbecker. Ce sont de très grands historiens qui ont fait de vrais travaux et qui étaient un peu des exilés intérieurs aussi en RDA. Donc on a dit que ces gens-là étaient des idéologues marxistes, alors que un Turner qui faisait de la business history financée par les boîtes, lui n'est pas un idéologue et qui évidemment va nier que le grand capital, etc., etc. Donc tout ça n'est pas très sérieux. Si on reprend les travaux concrètement qui ont été faits sur source, on se rend compte que certes, il y a des difficultés financières au sein du parti nazi à l'automne 32, mais le parti nazi parvient à se refinancer auprès des banques. Les banques font des prêts. C'est bien quand même qu'il y a une implication, qu'il y a un crédit bancaire qui est donné dans tous les sens du terme. Il y a une volonté. Quiconque a essayé de faire un crédit bancaire sait qu'il faut avoir une confiance de la part de son banquier pour faire cela. Donc là, la banque investit sous la forme de crédit. La très grande industrie lourde se partage entre le parti nazi, le DNVP, dont le message est quand même étonnamment proche des nazis, donc on peut pas dire que c'est par antinazisme qui font ça, et tous les autres partis de droite. Le ralliement ultime, massif et brutal, c'est le 20 février 1933. Cette réunion dans les bureaux de Göring, entre Hitler, Göring et les grands patrons, où les grands patrons font un chèque de plusieurs millions de Reichsmark pour la campagne électorale du 5 mars 1935. Et les anti-marxistes, on va dire, disent que ça vient bien tard, ce ralliement. Or, c'est pas tard du tout. Le 20 février 1933, rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué, rien n'est encore écrit. Et le fait que il y ait cette capitulation morale en race campagne pour des intérêts financiers bien compris, mais aussi parce que au fond, la vision du monde social-darwiniste, antisémite, ultranationaliste, impérialiste, capitaliste, raciste des nazis correspond à la vision du monde du grand patronat allemand. Ce ralliement massif et final est tout à fait éloquent. Alors, on voit des forces sociales, les élites, une grande partie des élites qui abondent aux idées et soutiennent. Alors parfois, il faut pas se tromper, résistent face au nazisme un petit peu parce que c'est pas dans leur style, alors qu'ils ont les mêmes idées, hein. Bon, ça c'est bien dit dans le livre. Dernier portrait de ces irresponsables, avant qu'on passe à des questions sur la question de la comparaison avec aujourd'hui. Von Papen, Franz von Papen, hein, le dernier j'ai envie de dire, de ces médiocres, qui, une fois que Brüning tombe en désuétude, enfin pas en désuétude, mais n'a plus l'air en disgrâce, pardon, prend le pouvoir et il porte une responsabilité énorme, hein, dans la mise d'Hitler au pouvoir, ce von Papen. Dans cette dernière galerie des portraits, on laissera Hugenberg, le patron de presse, pour la lecture, hein, du livre, hein. J'ai choisi de ne pas l'évoquer. Mais ce von Papen, encore une fois, quelle est sa stratégie et on peut le dire, quel est son échec? Alors, j'ai accordé beaucoup de crédit pour le coup et beaucoup d'intérêt à l'expérience von Papen, qui est généralement évacuée en deux lignes dans les manuels quand on parle de cette période, parce que il y avait tout autour de lui un consortium, hein, libéral autoritaire
composé de banquiers, composé d'industriels, composé de grands propriétaires terriens, de militaires, de journalistes, d'universitaires, etc., qui avaient une vraie vision pour l'Allemagne et une vision de long terme. On voit Papen comme un intermède, mais c'est pas du tout comme ça qu'il se comprend. D'ailleurs, Schleicher, qui tire les ficelles depuis 1930, de son poste de numéro 2 en fait du ministère de la guerre, Schleicher s'est trompé lorsqu'il a cru pouvoir nommer un homme de paille. Il le méprisait, il parlait de lui avec beaucoup de condescendance, mais Papen ne s'est pas laissé faire. Et autour de lui, on a des idéologues qui font partie de son cabinet. Edgar Jung en fait partie, mais d'autres également. Et j'ai lu leur littérature parce que ces gens-là écrivent à l'été 32, à l'automne 32. Ils décrivent les principes de leur politique économique, sociale, internationale, et leur vision pour l'Allemagne à long terme. Ce qui est fascinant, et là aussi les interpellations contemporaines sont criantes, c'est que ces gens-là, autour de Papen, se considèrent comme étant les meilleurs. Ils sont appelés à gouverner par décret de la nature et décret de la société. Ils sont bien nés, ils ont fréquenté des bonnes écoles, ils ont fait de beaux mariages, ils sont riches. Ils se considèrent comme libéraux autoritaires, puisqu'ils sont libéraux d'un point de vue économique, mais autoritaires d'un point de vue politique. Hein, ils sont assez peu démocrates. Et ils se considèrent très éclairés du point de vue économique, puisqu'ils vont rompre avec la déflation de Browning et promouvoir une politique de l'offre. Là aussi, écho contemporain assez strident, dans la mesure où, dès le début de septembre 1932, il y a une série d'ordonnances qui vont donner des subventions massives aux entreprises, des crédits d'impôt, pour relancer la machine économique, non pas par la demande, ce qui serait une démarche keynésienne, c'est-à-dire donner de l'argent aux consommateurs, mais par l'offre, c'est-à-dire donner de l'argent aux entrepreneurs, et par ailleurs déréguler massivement d'un point de vue social pour permettre le licenciement, l'embauche, etc. Bref, des choses que on connaît très bien dans le monde beaucoup plus contemporain. Ce qui est fascinant, c'est que ces gens-là, d'ailleurs, se défendent en disant nous ne sommes pas que le gouvernement des riches, la meilleure politique sociale, c'est la politique de l'emploi. Enfin, là aussi, des slogans que l'on a pu entendre. Il faut les prendre au sérieux parce que ils pensent pouvoir durer longtemps. Et lorsque ils dissolvent le 4 juin 1932, ce qui conduit aux élections du 31 juillet 1932, avec une défaite massive du socle électoral de von Papen, hein, qui se réduit comme peau de chagrin, l'analyse qui est faite au gouvernement, et ce qui est fou, c'est que je lisais en temps réel, si tu veux, en août de cet été, ce qui se passait en août 32 en Allemagne, et l'analyse que fait Wilhelm von Geil, le ministre de l'Intérieur de Papen, qui dit voilà, nous avons trois blocs. Nous avons les marxistes qui sont majoritaires, nous avons, ou quasi, nous avons les nationalistes qui ne veulent pas se rallier à nous, bon, parce qu'ils veulent la chancellerie, et puis il y a nous, le bloc central, qui sommes les meilleurs, qui avons la meilleure politique, et qui devons tenir, parce que notre politique va porter ses fruits. Donc en attendant, on ne va pas respecter le résultat des élections, et on va se maintenir d'une manière ou d'une autre au pouvoir, en évitant bien évidemment tout danger de la gauche, et en s'alliant autant que possible avec les nazis, pour rester au pouvoir le temps que notre politique, qui est la meilleure, porte ses fruits et trouve sa traduction dans des gains électoraux. Là aussi, il y avait des échos quand même assez assourdissants, je trouve. Et il faut les prendre au sérieux parce que ce sont ces gens-là, et von Papen au premier chef, qui n'est pas d'une sagacité toujours exemplaire et qui décrit et apparaît aux contemporains comme étant quelqu'un de hautain, imbu de lui-même, assez bête et d'une fatuité, d'une vanité assez folle, ce qui peut là aussi évoquer des choses plus récentes. Eh bien, en se croyant le meilleur, il va décider de faire cette alliance avec l'extrême droite en étant tout à fait confiant sur le fait que c'est lui qui va gouverner. Il va donner la chancellerie à Hitler, dont acte, faisons-lui plaisir, à ce petit moustachu hystérique qui cessera de nous embêter, mais le vice-chancelier, ce sera lui. Et bon, il y a cette phrase célèbre qu'il dit à un de ses amis, je vais tellement acculer Hitler dans un coin de la pièce qu'il va couiner. Le pouvoir restera aux mains de son dépositaire naturel, qui est cette élite extrême centriste, je reprends le concept de Pierre Cernat, cette élite libérale autoritaire
qui se croit appelé à gouverner l'Allemagne pour des décennies. Merci pour la réponse et on voit dans le livre, hein, il y a des chapitres, voilà, très identifiés où je renvoie à la lecture, hein. On découvre aussi ce patron de presse, Hugenberg, qui là encore, fait penser à quelques échos contemporains. J'aimerais bien dans le quart d'heure, 10-15 minutes qui nous reste, qu'on vienne à 2 questions plus systémiques par rapport à la démarche de l'historien, par rapport à ta démarche. Dans l'entretien, tu répètes plusieurs fois cet écho contemporain et dans le livre, on a certains moments alors qui sont écrits tels quels ou certains moments qu'on devine soi-même, où on croit voir jaillir derrière tel portrait d'autres irresponsables, ceux d'aujourd'hui et c'est des choses qui, avaient déjà fondé une partie, du succès de ton livre, Libre d'obéir, sur les je vais dire comparaison, mais je viens après. Comparaison avec la question du management actuel, à l'époque nazie et aujourd'hui, filiation plutôt de ce management. Et tu as reçu aussi des critiques par rapport à ça. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans le livre, tu proposes une conclusion très touffue, très solide pour fonder tout ça. Pour un peu expliquer, comme une conclusion à Libre d'obéir et une conclusion à ce livre-là, pour dire, est-on en 1932 et tu proposes, en tant qu'historien, une démarche par analogie, une idée de l'analogie. Pourquoi pas, pour paraphraser le beau livre de Michael Fussell, une récidive, dans son livre qui porte ce titre-là. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Est-ce que nous sommes en 1932 ? Comment tu fondes cette analogie historique dans tes travaux ? Alors, c'est effectivement un épilogue assez long, plus long que la moyenne des chapitres, hein, sur la notion de comparaison en histoire. La comparaison avec les années 30, elle est partout. Et elle n'est pas le fait des historiens. Euh, Elle est médiatique, journalistique, elle est dans l'espace public, elle est sur les réseaux sociaux, etc. Euh, Premièrement, en première intention, ce ne sont pas les historiens qui font ça. Ensuite, ils doivent s'en saisir parce qu'ils sont interpellés socialement par ça. Deuxièmement, la référence aux nazis et au Troisième Reich, c'est pas forcément les historiens qui la font non plus. Ce sont les acteurs sociaux eux-mêmes, que ce soit des candidats tératologiques ou zoologiques du FN aux élections législatives, dont on découvre les fascinations nazies sur les réseaux sociaux, ou que ce soit un Elon Musk qui fait un salut nazi en meeting. Bon. Ou des Donald Trump qui saluent des manifestants suprémacistes qui disent mort aux juifs, la terre est à nous, sang et sol à Charlottesville en 2017. Donc ensuite, c'est en seconde ligne, au fond, que les historiens interviennent pour essayer de voir s'il y a comparaison légitime ou pas. J'étais pas un chaud partisan de la comparaison, je dois dire. Ça me semblait être une espèce de marronnier ou un mantra médiatique mal pensé que de parler du retour des années 30. D'ailleurs, le terme de retour est mal pensé d'un point de vue métaphysique, on va dire. Par contre, ce qui m'apparaît, moi, ce qui m'apparaissait premièrement, c'est que il y avait une comparaison plus légitime sans doute avec la fin du 19e siècle, pour toutes sortes de raisons culturelles, politiques, sociales, économiques, plutôt qu'avec les années 30, parce que il y a ce soubassement, ce soutènement de la Première Guerre mondiale qui n'est pas le nôtre, hein, ce rapport à la violence et l'habituation à la violence. Mais ensuite, toute histoire est contemporaine. C'est une banalité de le dire, mais il faut le rappeler. Euh, L'historienne, l'historien pose des questions d'aujourd'hui au passé. Il adresse au passé des questions d'aujourd'hui, toujours. Quand il fait l'histoire grecque, l'histoire romaine, quand il travaille sur le statut de la femme à Rome ou sur le statut, le fonctionnement démocratique à Athènes, il pose des questions d'aujourd'hui. Donc dès lors, par le simple fait d'écrire aujourd'hui sur avant, on a une démarche comparative, même si elle est tacite et non explicitée. Donc c'est ça que j'ai voulu éclairer. Ensuite, pour des périodes plus contemporaines, je parlais de la Grèce et de Rome, mais pour des périodes plus contemporaines, on peut essayer d'identifier des analogies, c'est-à-dire des comparaisons de situations, des comparaisons de structures, qui ne sont pas des assimilations. Il ne s'agit pas de dire que telle personne est Hitler ou que telle personne aujourd'hui est Papen. Mais il s'agit de dire que terme à terme ou bloc à bloc, quand on prend les structures sociales et politiques de l'Allemagne dans les années 20 et 30 et les nôtres aujourd'hui,
on identifie des acteurs qui sont équivalents, qui sont des équivalents fonctionnels les uns des autres, et qui défendent des intérêts qui sont comparables. C'est ce que le matérialisme historique a identifié comme étant des classes sociales, avec des intérêts de classe et avec des luttes de classe pour faire prévaloir ces intérêts-là. Il me semble que ce que nous pouvons vivre dans l'ultra contemporain depuis une décennie ou plus en France, par exemple, et ce qu'il se produit en Allemagne à la fin des années 20, au début des années 30, est de fait analogue. Il y a une correspondance, parce qu'il y a des acteurs sociaux qui défendent mordicus leurs intérêts propres, égoïstes, patrimoniaux, de classe, fiscaux, sociaux, au détriment de tout bien commun, qui est ignoré, de tout intérêt général, qui n'est jamais pensé, et au prix d'un usage totalement instrumental de la Constitution et des institutions, qui sont censées gouverner pour l'intérêt général, mais que l'on va tordre au bénéfice de quelques-uns. C'est comment dire, paradigmatique dans ce que fait Hindenburg et son entourage depuis le début 1930, comme ça peut apparaître criant sous des cieux plus contemporains lorsque on supprime ou on baisse drastiquement l'imposition des plus riches et des entreprises, lorsque on accorde des crédits d'impôt et des subventions sans conditionnalité à l'industrie privée qui le redistribue à ses actionnaires au détriment de la recherche que c'est censé financer, etc., etc. Donc ces choses-là me sont apparues parce que, je te le disais tout à l'heure, l'impétus premier, ça a été le vote de la loi immigration. Le fait que, là, pour le coup, ce que l'on identifiait comme étant l'extrême centre, c'est-à-dire ces gens qui se croient appelés à gouverner parce qu'ils sont les meilleurs, ils ont la meilleure politique et ils n'en débordent jamais, et l'extrême droite se coalisaient de manière explicite. Alors, c'est très courant, hein, les votes communs entre centristes et extrême droite, sur les questions sociales, fiscales, les questions d'égalité homme-femme, etc., ils votent toujours ensemble, en fait, en réalité. Mais là, c'était spectaculaire. Et je m'étais dit que sur un sujet aussi symbolique, qui par ailleurs avait été un marqueur de la campagne du président actuel en 2017, qui se détachait de l'extrême droite en disant que le rapport à l'étranger ne devait pas être celui des héritiers de la Waffen-SS française, et bien tout ça était balayé parce que la pente de l'extrême centre allait vers l'extrême droite, mais là c'était une dynamique qui cavalcadait en fait. Et j'en ai été saisi comme citoyen, mais aussi comme historien, puisque j'en parlais à l'université avec mes étudiants. Et comme je faisais cette comparaison qu'elle s'imposait à moi avec 1932, j'ai décidé de reprendre le dossier de 1932 pour voir si je ne me trompais pas, et pour essayer d'étayer mon argumentation. Et je dois te dire que ce que j'ai lu et vu dans des archives que tu connais, les protocoles du Reichstag, les minutes du Conseil des ministres, la presse, les journaux intimes, les correspondances, etc., ce que j'ai vu de ce qui était dit, des arguments, des raisonnements, des thèmes, des obsessions, des peurs, euh, était sidérant d'élucidation pour nous aujourd'hui. Pour le dire clairement, moi, travailler tout cet été sur ce livre-là, ça a eu une vertu thérapeutique. Après des élections qui n'ont pas été respectées, dont on a violé le résultat, par un coup d'État qui a été complètement invisibilisé par les médias, on va dire, habituels ou dominants, travailler, faire de l'histoire, me concentrer, essayer d'élucider, d'écrire, de penser et d'affiner ma vision conceptuelle, ça m'a permis de ne pas trop avoir de crise de foi, d'énervement et d'irritation face au quotidien politique français. Et c'est cela que j'ai voulu dire dans l'épilogue, en disant, en mettant carte sur table, d'où j'écris, qui je suis, et en disant que les 10 chapitres précédents constituent, je parle sous ton contrôle, un artisanat historien, scientifique tout à fait acceptable. J'ai fait le boulot. Il y a de la source, il y a de l'archive, j'ai écrit en académique ou en universitaire, mais sur une période qui est, pour le coup, criante de parallèle avec la nôtre. Alors, merci Johan. Je te cite pour que les choses soient claires. Page 278, tu écris « Hugenberg n'est pas Bolloré et Papen n'est pas Macron ». Mais je pense que tu invites, alors ici, les spectateurs et les spectatrices, mais les futurs lecteurs et lectrices, à cette analogie, à regarder le passé dans un ouvrage très détaillé et dont je suis persuadé qu'ils retireront une grande intelligence. Merci Johan et merci pour ce livre et à bientôt. Merci à toi, Nicolas.